Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous abordons l'analyse de médiation et de modération, deux techniques dont l'usage peut contribuer à l'avancement des connaissances en sciences sociales et humaines, en sciences de l'activité physique également. Pourquoi s'intéresser à une telle analyse? En fait, si deux variables sont associées statistiquement parlant, c'est parce qu'il y a une raison. Par exemple, si une thérapie cognitivo-comportementale a un effet sur des symptômes dépressifs, c'est parce qu'il y a une raison à cette association. Eh bien, justement, le but ici est de mettre en évidence les mécanismes qui interviennent dans cette relation, précisément les conditions et processus qui sont associés à une telle relation. Aussi, Hayes parle de conditional process analysis. Process fait référence au processus psychologique, sociologique, à travers lequel une variable affecte une autre variable. C'est la médiation. En l'occurrence, si la thérapie cognitivo-comportementale est efficace, c'est parce qu'elle agit sur des pensées négatives et cela contribue à diminuer les symptômes dépressifs. Conditionnel fait référence à la condition selon laquelle une variable affecte une autre variable. C'est la modération. En l'occurrence, l'effet de la thérapie cognitivo-comportementale sur les symptômes dépressifs sera d'autant plus important lorsqu'elle interagit, lorsqu'elle est combinée à une prise de médicaments. De façon générale, mieux comprendre une relation entre deux variables en étudiant les mécanismes de changement qui y sont associés peut contribuer à optimiser les programmes d'intervention en termes de prévention ou de traitement. Car une telle étude peut donner des preuves sur la façon dont un programme fonctionne, atteint ses objectifs, mais aussi elle peut contribuer à renforcer le programme ou certaines composantes du programme pour des groupes cibles ou dans certains contextes. Telle est donc l'importance de l'analyse de médiation et de modération qui fait l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous procéderons à l'analyse de médiation en commençant par comparer causalité indirecte et causalité fallacieuse, connaître quelques éléments de terminologie du modèle de médiation avant d'examiner les différentes méthodes pour évaluer ce modèle, mais aussi utiliser la corrélation partielle et la régression linéaire multiple pour procéder à l'analyse de médiation en utilisant le logiciel SPSS et le module Process, et finalement savoir que la médiation n'est rien d'autre qu'une forme d'analyse achemiнаtoire. Dans un deuxième temps, l'analyse de modération fera l'objet de la présente leçon. Alors, commençons par le modèle de médiation qui relève de la structure de causalité indirecte, comme vous le savez déjà. Précisément, supposons qu'on s'intéresse à la délinquance chez les ados et on cherche à expliquer sa variation en impliquant la frustration scolaire. Mais la frustration scolaire peut être associée de façon indirecte à la délinquance à travers le risque de décrochage. De telle sorte que si effectivement les élèves frustrés sur le plan scolaire ont tendance à avoir des comportements délinquants, c'est parce qu'effectivement ils connaissent un risque de décrochage scolaire. De telle sorte que si vous impliquez le décrochage scolaire comme étant une variable intermédiaire s'intercalant entre la frustration scolaire et la délinquance, la relation peut s'annuler. Ainsi, on parle de médiation totale ou complète. Eh bien, si la relation diminue seulement comparativement à la relation initiale de départ,
après avoir impliqué ici le médiateur décochage, eh bien, on parlerait de médiation partielle. Donc voilà comment se présente le modèle de médiation. Ici, le décochage, le risque de décochage précisément, est le mécanisme à travers lequel la frustration scolaire agit sur la délinquance. Alors, un autre modèle similaire à celui de la causalité indirecte est ce qu'on appelle la causalité fallacieuse. Supposons qu'on s'intéresse à la performance en orthographe chez les enfants. On cherche à expliquer la variabilité en impliquant la longueur des pieds. Donc, plus les pieds des enfants sont longs, plus les enfants performent sur le plan de l'orthographe. Mais cette relation, elle est fallacieuse. Pourquoi? Parce qu'elle s'explique par l'âge. Plus on avance en âge, plus les pieds deviennent longs et plus les enfants ont tendance à performer. Et donc, c'est l'âge qui relie causalement la longueur des pieds à la performance en orthographe. Donc, ici, on parle d'explication complète ou totale lorsque la relation entre longueur des pieds et performance s'annule complètement. Lorsque cette relation diminue tout simplement par rapport à la relation initiale, on parle de relation quasi-fallacieuse ou bien d'explication partielle. Et donc, on voit bien que le modèle de causalité indirecte est similaire au modèle de causalité fallacieuse, du moins sur le plan statistique. Ce qui les différencie, c'est du point de vue conceptuel en particulier. Donc, conceptuellement parlant, dans le cas d'un modèle de causalité indirecte, la variable contrôle est une variable intermédiaire. Autrement dit, elle se place entre la VI et la VD. Par contre, dans le cas du modèle de causalité fallacieuse, la variable contrôle est antécédente. Autrement dit, elle se place avant les variables indépendantes et dépendantes. Et donc ici, on est en présence de deux modèles différents conceptuellement parlant, mais similaires sur le plan de la procédure statistique. Ici, je reprends ce que je viens d'avancer comme explication par rapport à la causalité indirecte et fallacieuse. Maintenant que nous savons que le modèle de médiation relève de la causalité indirecte, quelle en est la terminologie? Au départ d'une étude, on s'intéresse à la relation entre une variable indépendante x et une variable dépendante y. L'effet initial de la VI sur la VD est ce qu'on appelle effet total, et donc symbolisé par C. Eh bien, si ces deux variables x et y sont associées statistiquement parlant, c'est parce qu'il y a une raison. C'est qu'on pense qu'il y a une variable médiatrice qui interprète la relation entre la variable x et la variable y. De telle sorte que pour reconstituer la chaîne causale, il faut s'assurer que la variable x a un effet sur le médiateur, c'est ce qu'on appelle le chemin A, que le médiateur a un effet sur la variable y après avoir contrôlé la variable x, ce qu'on appelle le chemin B. Ainsi, si on multiplie le chemin A par le chemin B, on obtient ce qu'on appelle l'effet indirect, symbolisé ici par AB. Donc, l'effet indirect n'est rien d'autre que l'effet, le processus à travers lequel une variable x affecte une variable y et il est symbolisé encore une fois par le produit A fois B. Alors, très important de différencier l'effet indirect de l'effet direct, qui n'est rien d'autre que l'effet de la variable x sur la variable y après avoir contrôlé l'effet du médiateur. Et ici, l'effet direct est symbolisé par C'. De telle sorte que toute la covariation entre les variables x et y, lorsqu'on a fini d'inclure un médiateur, va être due à l'effet indirect et à l'effet direct. Et par conséquent, effet total est égal à effet indirect plus effet direct. C'est un peu comme en analyse de variance, on l'a déjà vu. Au départ, on a une variable dépendante quantitative dont on cherche à expliquer la variation en impliquant une variable indépendante catégorielle, de façon effectivement
à ce que toute la variation dans les données de la VD va être scindée en deux sources. Une variation à l'intérieur du groupe et une variation entre les groupes de la variable indépendante. De telle sorte que la variation totale sera égale à la variation intergroupe plus la variation intragroupe. Bien, c'est le même principe ici. Au départ, on a une covariation entre x et y qu'on va chercher à interpréter en impliquant une variable médiatrice. De telle sorte que lorsqu'on a fini d'inclure une variable médiatrice, toute la covariation entre x et y sera due à l'effet du médiateur, effet indirect, mais aussi à ce qui est spécifique entre x et y, c'est-à-dire l'effet direct. De telle sorte que l'effet indirect est aussi égal à effet total moins effet direct. Voilà donc trois concepts statistiques qui sont au fondement de l'analyse de médiation, qui consiste simplement à évaluer en particulier l'effet indirect. À cet effet, il existe plusieurs procédures. Alors, la première méthode classique est appelée celle de Baron et Kenny. Elle consiste simplement à comparer l'effet total C par rapport à l'effet indirect C' en utilisant une série de régressions. La première étape consiste à s'assurer que l'effet total de x sur y est significatif. Si l'effet total n'est pas significatif, on arrête net l'analyse de médiation. Deuxième étape, s'assurer que l'effet de x sur le médiateur de chemin A est significatif, de façon à pouvoir reconstituer la chaîne causale. Et surtout, il faut que l'effet du médiateur sur la variable y soit significatif statistiquement parlant après avoir contrôlé l'effet de x. Évidemment, certains auteurs pensent qu'il n'est pas nécessaire ici de contrôler l'effet de la variable x, en particulier lorsqu'on est en situation de médiation totale. Et ça a du sens. Par contre, conclure à l'existence d'une médiation totale est assez rare dans le milieu de la recherche. Donc souvent, on va obtenir une médiation partielle. De telle sorte que dans ce genre de situation, il est important finalement de contrôler l'effet du médiateur sur la variable y en impliquant la variable x. Et quatrième étape, une fois que l'effet direct de x sur y, après avoir contrôlé l'effet du médiateur, s'annule, on parle de médiation totale ou complète. Mais si l'effet direct est seulement plus petit que l'effet total de départ, on parle de médiation partielle. Ce qui est intéressant avec cette méthode classique qui a été pendant longtemps utilisée, c'est qu'elle est facile à mettre en place. En particulier, elle ne nécessite pas l'usage d'un logiciel en particulier spécialisé. De même, pas nécessaire d'avoir des connaissances approfondies en analyse de médiation. Il suffit tout simplement que l'effet direct soit plus petit que l'effet total pour avancer qu'il y a médiation. Par contre, l'inconvénient majeur de cette méthode, c'est qu'elle ne dit pas si l'écart entre l'effet direct et l'effet total est statistiquement significatif ou pas. Or, il est important de s'assurer que l'effet est statistiquement significatif. Et donc, cette méthode n'intègre pas l'idée de variation d'échantillonnage. Donc, ça, c'est la première limite, c'est au niveau de l'étape 4. Mais aussi, l'étape 1 pose problème en ce sens qu'il faut que l'effet total de x ou y soit significatif de prime abord. Or, une relation entre x et y peut ne pas être statistiquement significative alors qu'il y a présence d'effets indirects, d'effets médiateurs. Mais dans ce cas, on parle de médiation inconsistante. Alors, c'est une situation qui peut apparaître lorsque les signes des chemins A et B sont opposés. Précisément
lorsque l'effet de X sur le médiateur est positif et que l'effet du médiateur sur la variable Y est négatif, ou vice-versa, dans ce genre de situation, il est possible d'obtenir un effet total non significatif. Mais aussi lorsqu'on est en présence d'un effet suppresseur, en particulier lorsque l'inclusion d'une variable médiatrice augmente la variance expliquée d'une part importante. Et finalement, lorsque l'effet de X sur Y diffère selon des sous-groupes, en particulier lorsque l'effet de X sur Y existe seulement à un groupe, il est possible aussi d'obtenir un effet total non significatif. Et voilà qui explique pourquoi il est possible d'obtenir une médiation inconsistante dans une situation où il n'y a pas présence d'effet total. Donc de nos jours, ce n'est plus nécessaire que la première étape révèle une relation initiale statistiquement significative. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les notions de médiation totale et partielle sont abandonnées, puisqu'il n'est plus nécessaire justement qu'il y ait une relation initiale. Et donc, pour faire face à la limite principale liée à l'absence de tests de signification statistique de la différence entre l'effet total et l'effet direct, une deuxième méthode appelée test conjoint de signification de l'effet indirect va être utilisée. Ici, c'est très simple, il faut s'assurer que l'effet du PS A soit significatif, mais aussi que l'effet du PS B soit significatif. Parce qu'on pense que si A est significatif et B est significatif, eh bien AB sera certainement significatif. Précisément, lorsque X a un effet significatif sur le médiateur et que le médiateur a un effet significatif sur la variable dépendante, on pense que l'effet indirect A fois B sera statistiquement significatif. C'est souvent vrai, mais pas toujours le cas. Et donc, certes, cette méthode est assez intéressante puisqu'elle est très sensible et certainement plus intéressante que celle de la méthode précédente, mais elle doit certainement être préférée à une autre méthode qui va tester réellement l'effet indirect en termes de signification statistique. Et bien, cette méthode 3 est celle du test de Sobel, qui consiste simplement à tester le coefficient AB. Donc, l'idée ici est tout simplement de prendre le coefficient AB, qui symbolise l'effet indirect, et de le relativiser par son erreur type. Alors, le coefficient AB, on peut le calculer facilement. Donc, connaissant A et B, on a le coefficient symbolisant l'effet indirect. Pour calculer son erreur type, vous prenez le PSA élevé au carré, multiplié par l'erreur type du PSB au carré, plus le PSB au carré, multiplié par l'erreur type du PSA au carré. Mais la racine carrée du tout nous assure d'obtenir une valeur en termes d'écart type, précisément d'erreur type. Et connaissant le coefficient AB et son erreur type, eh bien, on obtient une statistique qui va suivre la distribution normale, donc la distribution Z. Il faut s'assurer que le Z calculé soit plus grand que le Z critique, ici 1.96 au seuil de 2.05. Ou bien prendre l'erreur type ainsi calculée, multipliée par le score Z 1.87 de façon à obtenir la marge d'erreur. La marge d'erreur plus ou moins le coefficient AB nous assure d'obtenir un intervalle de confiance. Et lorsque l'intervalle de confiance ne contient pas 0, on a un effet indirect significatif. Ou finalement, calculer tout simplement le plus-value sur la base du coefficient AB en utilisant la table de la loi normale. Ce qu'on a appris à faire lorsque nous abordions le test du carré et le test T. On peut les convertir en termes de statistique Z et calculer le plus-value. Et donc, lorsque l'effet indirect s'avère statistiquement significatif, c'est le signe que la médiation est statistiquement significative et par conséquent, on aura effet total égale effet indirect plus effet direct. Ou si vous voulez, effet indirect égale effet total moins effet
direct. Alors, comment interpréter un effet indirect? Lorsque x augmente d'une unité, de combien régresse change y en termes de a fois b unité. Alors, ce qui est intéressant avec le test Sobel, c'est qu'on peut affirmer avec un certain niveau de certitude si l'effet indirect est statistiquement significatif ou pas. Par contre, le calcul de l'erreur type ici repose sur les erreurs types des pays A et B, qui sont souvent biaisées dans la situation où les variables ne suivent pas une distribution normale. Et surtout, le coefficient a fois b, qui symbolise l'effet indirect, ne suit pas forcément une distribution normale. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec le test de Sobel, on obtient des erreurs types peu robustes, des erreurs types biaisées. Pour faire face à cette limite fondamentale, les statisticiens utilisent de plus en plus ce qu'on appelle la méthode Bootstrap, qui donne, en l'occurrence, un intervalle de confiance plus robuste par rapport au coefficient A, B. Étant entendu qu'ici, je récapitule un peu les limites des trois autres méthodes. Alors, on va s'intéresser à la méthode Bootstrap de façon à accéder à son intelligence. En quoi consiste la méthode par bootstrapping? Donc, l'idée, effectivement, est de partir d'un échantillon. Donc, à partir de l'échantillon qui a été observé, supposons qu'il est constitué de 100 cas. Donc, on tire au sort un premier cas, on remet ce cas dans l'échantillon, on tire un deuxième cas de l'échantillon, on remet ce cas dans l'échantillon, on tire un troisième cas de l'échantillon, ainsi de suite, jusqu'à constituer l'échantillon Bootstrap constitué de 100 cas. Et pour cet échantillon Bootstrap, eh bien, on calcule le A fois B, autrement dit l'effet indirect. Eh bien, les étapes 1 et B sont répétées 1000 fois, 5000 fois, 10 000 fois, etc., etc. Et à chaque étape, effectivement, on obtient un échantillon Bootstrap associé à un coefficient A fois B. Et par conséquent, si on a 1000 Bootstrap, on aura 1000 coefficients A, B. Une fois que c'est fait, eh bien, on trie, par exemple, ces 1000 coefficients A fois B, du plus petit au plus grand. On calcule les percentiles 2.5 et 97.5 de façon à obtenir les deux bornes qui définissent l'intervalle de confiance, en particulier pour un niveau de 95%. Ce sera l'intervalle de confiance à l'intérieur duquel se situe l'effet indirect, précisément le coefficient A fois B. Étant entendu, bien sûr, que si l'intervalle de confiance ne contient pas 0, c'est le signe d'un effet indirect significatif. Si l'intervalle de confiance contient la valeur 0, on est en présence d'un effet indirect non significatif, puisque 0 signifie l'idée de nullité d'un effet en particulier. Bien voilà comment se présente techniquement parlant la méthode par bootstrapping. Consiste simplement à prendre l'échantillon de départ comme étant une population en miniature et tirer des cas jusqu'à atteindre un échantillon de 100 selon le principe d'un tirage par remise et répéter ce processus k fois de façon à obtenir k coefficient AB. À partir de là, on peut calculer les percentiles 2.5 et 97.5 qui définissent l'intervalle de confiance de l'effet indirect. Et il est possible de visualiser la distribution des cas coefficients AB. En particulier, j'ai demandé à SPSS, à travers le module Process, de me sortir les 10 000 bootstraps d'une situation en particulier. Étant entendu que pour chaque bootstrap, vous avez un coefficient AB
Et par conséquent, on se retrouve avec 10 000 coefficients AB dont la distribution se présente de cette façon. C'est ce qu'on voit ici sur l'histogramme. En particulier, ici, le coefficient AB qui a été observé est de 2,69. Pour pouvoir trouver l'intervalle de confiance, il faut prendre le centile 2,5 et le centile 97,5, de façon à obtenir l'intervalle de confiance à l'intérieur duquel se situe l'effet indirect au niveau de confiance 95%. Et donc, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, on est sûr au moins à 95%, autrement dit 95% des échantillons contiendraient le vrai coefficient illustrant l'effet indirect dans l'intervalle défini par les percentiles 2,5 et 97,5. C'est ce qu'on appelle la méthode du percentile Bootstrap. Bootstrap, parce que ça repose sur le rééchantillonnage à partir de l'échantillon. Percentile, parce qu'on calcule l'intervalle de confiance, les bornes de l'intervalle de confiance à partir des percentiles. Percentile Bootstrap. L'intérêt de cette méthode, effectivement, c'est qu'elle permet de donner un intervalle de confiance robuste, c'est-à-dire robuste à la non-normalité. Par contre, regardons ce qui se passe ici au niveau du graphique. Certes, la distribution est très proche d'une distribution normale, elle est presque parfaite, mais elle est asymétrique. Si vous regardez bien du côté droit de la courbe, donc on voit que c'est très légèrement asymétrique. Alors c'est souvent le cas pour ce qui est de la distribution d'échantillons de type Bootstrap. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut trouver une façon de corriger ce biais, autrement dit en ajustant les points extrêmes. On utilise ce qu'on appelle la méthode du biais corrigé, donc qui permet de corriger le fait qu'effectivement la distribution ne soit pas symétrique parfaitement. Mais aussi on peut inclure une composante accélération pour mieux ajuster et donc corriger ce biais en particulier. C'est ce que j'ai signifié ici, étant entendu que selon Hayes, les méthodes de type correction de biais avec composante d'accélération ou pas ont tendance à créer une inflation de l'erreur de type 1. Autrement dit, l'erreur qui consiste à rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle s'avère vraie, elle a tendance à être amplifiée avec ces méthodes de correction. Et donc c'est la raison pour laquelle, à date, Hayes recommande d'utiliser la méthode du percentile Bootstrap, qui offre un meilleur compromis selon lui entre validité et puissance statistique. Puisqu'effectivement, avec les méthodes de correction du biais, on a tendance à perdre en puissance statistique, même si ce sont des méthodes qui sont plus ou moins valides, puisque c'est des méthodes qui corrigent le caractère asymétrique. De toute façon, selon Hayes, cette méthode du percentile Bootstrap va offrir un meilleur compromis. Ce qui est intéressant avec la méthode par bootstrapping, c'est qu'effectivement, elle ne nécessite pas que l'échantillon soit aléatoire, comme dans le cas de la méthode traditionnelle d'inférence statistique, qui repose sur la distribution d'échantillonnage. Ici, il n'est pas nécessaire que l'échantillon soit aléatoire. Par contre, il faut que l'échantillon reflète bien la façon dont les scores observés sont distribués dans la population. Et surtout, lorsqu'on est en situation de taille d'échantillon faible et aussi en présence de cas déviants, la méthode de rééchantillonnage va d'autant plus être robuste, contrairement à la méthode reposant sur la distribution d'échantillonnage qui est très sensible à la situation où la taille d'échantillon est faible et les cas déviants importants. Par contre, ce qui est problématique, en particulier avec la méthode par bootstrapping, c'est qu'elle donne des bornes d'intervalle qui ne sont pas fixes. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui est basée sur le rééchantillonnage à partir d'un échantillon. Et que donc, dépendamment en particulier du nombre de bootstraps, vous allez avoir
tel intervalle de confiance plutôt que tel autre intervalle de confiance. En particulier, selon que le nombre de bootstraps est de 1000, 5000, 10 000, vous allez avoir des intervalles de confiance différents. Mais aussi, selon le générateur de nombres aléatoires installé dans le logiciel, vous allez avoir un intervalle de confiance différent. Étant entendu que lorsque le logiciel va sélectionner des échantillons de type Bootstrap, il va utiliser le générateur de nombres aléatoires de façon à générer K Bootstrap. Et surtout, selon les valeurs de départ, on obtient des intervalles de confiance différents. En particulier, le logiciel, à partir de la séquence de nombres aléatoires, va choisir aléatoirement une valeur. Et à partir de là, tout ce qui suit les valeurs ainsi choisies aléatoirement sera considéré pour sélectionner des échantillons de type Bootstrap, ce qu'on appelle seed. Et par conséquent, pour que deux analystes aient le même intervalle de confiance, il faut s'assurer d'avoir le même nombre de Bootstrap, par exemple 1000, s'assurer d'utiliser le même logiciel et probablement la même version, parce que si vous utilisez une version de 18 d'SPSS et que l'autre utilise une version 26 d'SPSS, il se peut qu'il y ait une différence dans le générateur de nombres aléatoires. Et cela va donner certainement des intervalles de confiance différents. Mais aussi s'assurer d'utiliser les mêmes valeurs de départ. C'est pas, on peut utiliser 100 de façon aléatoire, ou bien, c'est pas, prenez votre date de naissance ou la date de naissance de votre fils. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser les mêmes valeurs de départ pour s'assurer d'obtenir un intervalle de confiance fixe. Comme la méthode par bootstrapping repose encore une fois sur le rééchantillonnage, les bornes inférieures et supérieures ne sont pas équidistantes par rapport au point de l'effet indirect. En fait, dans le cas de la méthode traditionnelle d'inférence statistique reposant sur la distribution d'échantillonnage, on prend l'erreur type multipliée par le score Z, par exemple 1.96, pour un niveau de confiance de 95%. On obtient la marge d'erreur. La marge d'erreur plus ou moins en point, par exemple la statistique en lien avec l'effet indirect, de façon à obtenir des bornes équidistantes par rapport au point ainsi estimé. Par contre, ici, les bornes ne sont pas équidistantes. Pourquoi? Parce que la distribution des coefficients de l'effet indirect est asymétrique. On l'a vu tout à l'heure. Et surtout, l'estimation de l'intervalle de confiance repose sur les percentiles. Donc, ce sont des limites fondamentales à considérer lorsqu'on opte pour la méthode par bootstrapping. Étant entendu qu'il est possible d'utiliser une cinquième méthode qui consiste simplement à considérer encore une fois l'échantillon comme étant une population en miniature et partir de ce qu'on appelle la distribution normale. En l'occurrence, nous savons que la distribution normale repose sur deux paramètres, la moyenne et l'écart type. Donc ici, on prend le coefficient A comme étant la moyenne, son erreur type comme étant l'écart type, et à partir de ces deux paramètres, on peut connaître la distribution des coefficients A, d'une part. D'autre part, on prend le coefficient B comme étant la moyenne, son erreur type comme étant l'écart type, et on a une distribution normale. Ainsi, on aura deux distributions normales. À l'intérieur de la distribution normale A, on tire au sort une valeur de A. Ensuite, au niveau de la distribution normale B, on tire au hasard une valeur de B. Ainsi, on obtient un produit en multipliant le coefficient B et le coefficient A, ainsi sélectionné au hasard. On répète ce processus 1000 fois, 5000 fois, 10 000 fois, et à chaque étape, on a un produit A fois B échantillonné. Et donc, si on répète ce processus 1000 fois, on aura 1000 coefficients échantillonnés. À partir de là, on peut obtenir la distribution de ces 1000 coefficients AB échantillonnés, et utilisant les percentiles 2.5 et 97.5, on peut obtenir l'intervalle de confiance à 95%, comme dans le cas du percentile bootstrap. À partir de là, il faut s'assurer que l'intervalle de confiance ne contient pas 0 pour obtenir un effet statistiquement significatif. Et donc, la simulation Monte Carlo est assez similaire à la méthode bootstrapping, puisqu'on prend un échantillon comme étant une population en miniature,
Mais la différence se situe au niveau de la distribution des statistiques considérées. Donc, dans le cas de la méthode par bootstrapping, on sélectionne un échantillon. Et pour chaque échantillon, on a les PS A et B. Dans le cas de la méthode de Monte Carlo, on échantillonne plutôt des coefficients à partir d'une distribution normale. Mais on utilise toujours les percentiles de façon à définir l'intervalle de confiance à l'intérieur duquel se situe l'effet indirect. C'est une méthode qui est relativement récente par rapport à l'estimation de l'intervalle de confiance de l'effet indirect, de telle sorte que la méthode bootstrapping est certainement la méthode la plus souvent utilisée lorsqu'il s'agit de tester l'effet indirect. Alors, pour pouvoir utiliser l'analyse de médiation, il faut satisfaire aux mêmes conditions que ceux de la régression linéaire multiple. En particulier, il faut respecter les postulats de normalité, de linéarité et d'homogénéité, en procédant simplement au diagnostic des résidus, mais aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de multicollinarité sérieusement. Mais aussi, en principe, pour pouvoir utiliser l'analyse de médiation, les médiateurs et la VD doivent être quantitatifs. Par contre, il est possible de procéder à l'analyse de médiation pour une variable dépendante dichotomique, en particulier avec le module process ou avec le logiciel de modélisation M+, qui en outre va autoriser l'implication d'un médiateur dichotomique. Étant entendu, bien sûr, le modèle de médiation repose sur des hypothèses plausibles qui doivent avoir une assise théorique. Donc c'est très important de savoir bien choisir la variable médiatrice, celle dont on pense qu'elle interprète une relation entre X et Y. Étant entendu, bien sûr, on l'a vu, il n'est plus nécessaire de nos jours que l'effet total entre X et Y soit significatif pour pouvoir procéder à l'analyse de médiation. L'idée de médiation totale et partielle d'ailleurs n'a plus de sens de nos jours. Il faut juste s'assurer qu'il y ait une corrélation significative entre X et le médiateur, entre le médiateur et Y pour pouvoir procéder à l'analyse de médiation à l'aide d'une série de régressions visant à interpréter la relation statistique entre X et Y en impliquant une variable médiatrice. L'idée étant de mettre en évidence si l'effet direct est plus ou moins important par rapport à l'effet total. Et bien justement, essayons ensemble d'illustrer l'effet direct, autrement dit l'effet de X sur Y après avoir contrôlé l'effet du médiateur. Donc au départ, on a une variable Y, une variable dépendante. Alors représentons la variation au sein de cette variable par ce cercle. Ensuite, on implique une variable indépendante X, donc, dont la variation est représentée par le sexe, et on contrôle la relation par un médiateur, dont le cercle ici représente la variation. Alors ce qui est spécifique comme covariation à X, Y est symbolisé par I. Ce qui est spécifique entre le médiateur Y double I et ce que les trois variables partagent, U, E étant la variation qui n'est pas expliquée par les deux variables, en particulier X et le médiateur. Et donc, lorsqu'on élimine l'effet du médiateur, ce qui reste comme covariation entre X et Y, c'est ce qu'on appelle corrélation partielle. Et donc la corrélation partielle n'est rien d'autre que la covariance entre X et Y une fois qu'on a fini de supprimer l'effet du médiateur. Étant entendu, bien sûr, qu'on peut aussi calculer la corrélation partielle entre le médiateur et Y après avoir supprimé l'effet de X. Mais ici, ce qui nous intéresse, conceptuellement parlant, c'est de supprimer l'effet du médiateur et de calculer la corrélation partielle entre X et Y. Donc, plus la covariance ici, symbolisée par I, est petite, et bien plus on est en présence d'une médiation importante. Si la covariance ici, I, est très petite, au point vraiment d'être triviale, on aura une médiation complète. Par contre, si la covariance entre X, Y, représentée par I ici,
est assez importante, mais que finalement les covariations U et double I sont aussi importantes, on aura probablement une médiation partielle. De façon générale, vous voulez augmenter vos chances d'aboutir à un diagnostic de médiation, assurez-vous à ce que ce qui est spécifique à X, Y, autrement dit I, soit le plus petit possible. C'est ce qu'on appelle la corrélation partielle. Mais comment, techniquement parlant, le logiciel procède pour éliminer ici l'effet du médiateur? Dans une première étape, le logiciel va régresser la variable X selon les médiateurs de façon à obtenir des valeurs résiduelles. Deuxième étape, le logiciel régresse Y selon les médiateurs. Ainsi, on obtient des valeurs résiduelles. Par la suite, on corrèle les résidus de Y et les résidus de X de façon à obtenir la corrélation partielle. Si on régresse les résidus de Y selon les résidus de X, on obtient un coefficient de régression, précisément une pente partielle, étant entendu que la procédure est la même si on impliquait des variables contrôle ou d'autres variables médiatrices. Voilà, l'intelligence de l'analyse de médiation consiste simplement à s'assurer que ce qui est spécifique à X, Y soit le plus petit possible pour pouvoir augmenter les chances d'obtenir un effet indirect important. L'estimation de l'effet direct repose simplement sur l'analyse des résidus, étant entendu qu'on cherche à obtenir un effet direct le plus faible possible par rapport à l'effet total. Alors on va y aller, on va appliquer toutes ces connaissances en partant d'un problème de recherche. On s'intéresse à l'effet du statut socio-économique sur l'écriture contrôlant l'effet médiateur de la lecture chez les élèves. Donc ici, la variable dépendante, c'est test d'écriture, une variable d'échelle, variant de 31 à 67. La variable indépendante SES est une variable quantitative, mesurée selon une échelle variant de 0 à 3. J'aurais pu aussi la conceptualiser, cette variable, comme étant une variable qualitative ordinale, et donc créer des variables factices. Alors j'ai voulu simplifier en considérant cette variable comme étant une variable d'échelle. Le test de lecture, le médiateur, est une échelle allant de 31 à 76. En particulier, on s'intéresse à l'effet total de SES sur le test d'écriture, symbolisé par C. Et donc, que se passe-t-il maintenant lorsqu'on cherche à interpréter cet effet total en impliquant lecture? Autrement dit, est-ce que l'effet direct C' disparaît si on implique lecture? Étant entendu qu'il faut reconstituer la chaîne causale, s'assurer que SES est associé à lecture, le chemin A, que lecture est associée à écriture, chemin B. Alors, j'ai commencé par sortir la matrice de corrélation de façon à nous assurer que le chemin A est significatif. Alors, statut socio-économique est associé à lecture, donc la corrélation étant de 0,28. S'assurer que le chemin B est significatif en termes de corrélation, donc lecture associée à écriture, eh bien on l'a ici, donc lecture associée à écriture, on est à 0,68. Donc on a minimalement des corrélations entre ces différentes variables. Alors je sors maintenant la corrélation partielle de façon à voir comment se comporte la corrélation entre le statut socio-économique et écriture. Après avoir contrôlé l'effet de lecture, on voit bien que la corrélation ici s'affaiblit au point vraiment de s'annuler. En tout cas, elle n'est plus statistiquement significative. Alors que l'effet total, au départ, est significatif. En tout cas, si on se réfère à la corrélation. Eh bien, c'est le signe, effectivement, de la présence d'un effet indirect. Donc, on a l'impression, effectivement, que lecture est le mécanisme à travers lequel SES agit sur écriture. Mais il nous faut certainement d'autres techniques qui vont aider à confirmer, à valider cette conclusion. Eh bien, pour ce faire, on va utiliser une série de régressions. Donc ici,
on met en évidence l'effet total de SES sur écriture, donc qui est symbolisé ici par le coefficient de régression non standardisé. Ici, c'est significatif, même si de nos jours, ce n'est plus nécessaire que l'effet total soit significatif, mais dans la plupart des cas, les chercheurs vont quand même partir d'un effet total significatif qu'on va chercher à interpréter en impliquant un médiateur. Donc ici, on s'assure que le chemin A est significatif. En particulier, on a ici effet du statut socio-économique sur test de lecture, donc qui est de 4,30, mais aussi que le chemin B est significatif. Autrement dit, effet de lecture sur écriture, après avoir contrôlé l'effet du statut socio-économique, ici, qui est significatif statistiquement parlant. Donc, connaissant le chemin A et le chemin B, leur produit nous donne l'effet indirect, précisément 2,69. Donc, 2,69 signifie l'effet indirect de lecture sur la relation entre SES et écriture. Étant entendu qu'on peut utiliser le deuxième tableau à nouveau de façon à avoir une idée sur l'effet direct C'. Autrement dit, comment se comporte l'effet du statut socio-économique sur écriture après avoir contrôlé l'effet de lecture. Donc on voit bien effectivement que l'effet direct s'annule puisque le coefficient n'est plus statistiquement significatif. C'est le signe effectivement de la présence d'une médiation. En l'occurrence, lecture semble interpréter la relation entre le statut socio-économique et écriture. Et il est possible de représenter schématiquement les résultats. Alors on a le schéma du modèle initial avec le coefficient représentant l'effet total. Lorsqu'on implique lecture, on obtient un effet direct qui s'annule. Étant entendu que si vous multipliez les deux chemins A et B, vous obtenez 2,69 qui symbolise ici l'effet indirect. De telle sorte que l'effet total sera égal à effet direct plus effet indirect. Précisément, si vous prenez 3,47, il sera égal à 0,77,9 plus 2,69. Voilà, toute la covariation entre SES et écriture, une fois qu'on a fini d'impliquer lecture, va être due à l'effet de lecture et ce qui est spécifique à la relation SES et écriture. Alors, si on devait utiliser la méthode 1, qui consiste à comparer l'effet total 3,47 et l'effet direct 0,779, est-ce qu'on conclurait à une médiation ou une absence de médiation? Donc clairement ici, on conclurait à la présence d'une médiation. Parce que clairement, l'effet total est plus important que l'effet direct. Et surtout, l'effet direct s'annule. C'est le signe effectivement d'une médiation. Mais, encore une fois, on ne sait pas si l'effet indirect de 2,69 est statistiquement significatif ou pas. Autrement dit, est-ce que 2,69 est significativement différent ou pas de 0? Pour avoir une idée sur cela, on peut utiliser la méthode de test conjoint. Autrement dit, s'assurer que le PSA est significatif, c'est le cas, que le PSB est significatif, c'est le cas, et par conséquent, on pense que le produit 2,69 va être statistiquement significatif. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'assurer réellement que 2,69 est significativement différent de 0. Et pour ce faire, on peut utiliser la méthode de Sobol. Donc ici, j'ai repris l'explication par rapport à la méthode 1, la méthode 2. Et donc, on va s'intéresser à la méthode de Sobol. Et voilà comment se présente la sortie. Alors, j'ai simplement inclus les entrées correspondant au chemin A, B, ainsi que leur erreur type, et j'obtiens automatiquement les résultats. Nous pouvons nous-mêmes faire les calculs pour tester la signification statistique de l'effet indirect. Alors, on va y aller. On va juste calculer d'abord l'erreur type du produit A fois B. Alors, on prend le coefficient A au carré multiplié par l'erreur type du coefficient B au carré, plus le coefficient B au carré multiplié par l'erreur type au carré du coefficient A. Le
résultat sera 0,98 si on calcule la racine carrée. Donc 0,98 symbolise l'erreur type de l'effet indirect. Bien, connaissant l'effet indirect 2,69 relativisé par son erreur type, on obtient une statistique qui va suivre la distribution normale, autrement dit 2,74 comme Z calculé. Eh bien, connaissant le Z calculé, on peut le comparer à la valeur critique 1,96. Donc clairement ici, le Z calculé excède la valeur critique 1,96. Et par conséquent, il semble y avoir un effet indirect significatif. Ou bien, pour calculer l'intervalle de confiance, on prend l'erreur type 0,98 multiplié par le score Z 1,96, on obtient la marge d'erreur. On prend la marge d'erreur plus ou moins la statistique 2,69 et on obtient un intervalle de confiance à 95%. Ou bien finalement, à partir de la table à la normale, connaissant le Z de 2,74, on peut connaître les deux proportions extérieures et obtenir un plus-value de 0,006. Alors quoi qu'il en soit, on obtient les mêmes résultats. Donc clairement, l'effet indirect du test de lecture sur la relation entre statut socio-économique et écriture est statistiquement significatif. Toutefois, on en a déjà parlé, le test de Sobol repose sur la méthode traditionnelle d'inférence statistique, c'est-à-dire sur la distribution d'échantillonnage. Or, la distribution des coefficients alpha b, symbolisant l'effet indirect, ne suit pas forcément une distribution normale, de telle sorte qu'avec le test Sobol, on obtient des résultats biaisés, précisément une erreur type biaisée qui donnerait un intervalle de confiance biaisé. Alors, une façon effectivement d'obtenir un intervalle de confiance robuste face à la non-normalité des coefficients alpha b, c'est d'utiliser la méthode Bootstrap. Pour ce faire, ça prend un module du nom de process qui s'intègre merveilleusement dans SPSS. Alors, vous avez ici le lien pour accéder au module et le télécharger. Il s'agit d'un module qui a été créé par ICE. Vous avez la documentation qui liste un peu tous les modèles qui sont estimés par le module Process. Et une fois qu'on a fini d'installer Process, voilà où on va le repérer. Donc on a Process version 3.3 en particulier. Évidemment, au labo, nous apprendrons à utiliser précisément le module Process pour procéder à l'analyse de médiation. Alors, je clique sur ce menu de façon à obtenir cette boîte de dialogue, celle de Process. En l'occurrence, la variable dépendante est sous Y, écriture, la variable indépendante sous X, statut socio-économique, et la variable médiatrice sous médiator. Étant entendu, bien sûr, qu'on peut inclure plusieurs médiateurs, mais aussi il est important de spécifier le modèle en question. Donc, le modèle de médiation simple équivaut au modèle numéro 4 dans la liste de modèles présentés dans la documentation de ICE en particulier. Étant entendu qu'on peut aller chercher d'autres options, comme lorsqu'on veut sortir l'effet total, mais aussi la taille de l'effet indirect et les coefficients standardisés. La variable indépendante peut être catégorielle. Mais dans ce cas, on n'a pas à créer des variables factices nous-mêmes. Le logiciel s'en charge automatiquement. Vous avez juste à lui signifier quelle est la VI indépendante catégorielle et surtout quelle est la catégorie de référence. On peut inclure des variables contrôle. Par exemple, on aurait pu inclure, c'est pas le sexe, si on avait cette variable. Alors, il faut spécifier le nombre de bootstrap. Ça, l'intérêt en particulier de l'utilisation de process. Alors ici, j'ai opté pour 5000, mais j'aurais pu me contenter de 1000. Généralement, 1000 bootstrap, ça suffit pour obtenir des estimés robustes. Et le niveau de confiance, on le laisse à 95%. Il est possible de sauvegarder les bootstraps, autrement dit les 5000 bootstraps, ainsi que les 5000 estimés en termes de coefficient AB. Étant entendu qu'on aurait pu également estimer les coefficients du modèle avec la méthode Bootstrap, mais ce n'est pas nécessaire. Donc la méthode Bootstrap est juste utilisée lorsqu'on veut tester l'effet indirect
Et pour ce qui est des coefficients du modèle, des autres coefficients du modèle, on peut se contenter de la méthode standard d'inférence statistique reposant sur le concept de distribution d'échantillonnage. Alors, je valide en cliquant sur OK, de façon à obtenir d'un seul coup ces résultats, estimant les PS A et B. Donc ici, on a l'effet du statut socio-économique sur lecture, qui est de 4,30. Évidemment, on retrouve le même coefficient de régression. Et ça s'avère statistiquement significatif. Étant entendu que le chemin B, autrement dit, effet de lecture sur écriture après avoir contrôlé l'effet du statut socio-économique, est aussi statistiquement significatif. Ensuite, on nous sort l'effet total, autrement dit l'effet de X sur Y initialement, qui est ici de 3,47. On retrouve la même valeur, bien sûr, et ça s'avère statistiquement significatif. Ensuite, l'effet direct de X sur Y, après avoir contrôlé l'effet du médiateur, on retrouve 0,78, qui ne s'avère plus significatif. Autrement dit, l'effet du statut socio-économique sur écriture s'annule en présence du test de lecture. C'est ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Ce sont les mêmes valeurs. Et finalement, on a ici l'effet indirect, donc qui est de 2,69, c'est la même valeur. Dans l'intervalle de confiance, s'avère statistiquement significatif, en particulier avec la méthode Bootstrap, puisque l'intervalle de confiance ne contient pas la valeur 0. Évidemment, ce sont des résultats qui sont comparables à ceux du test Sobel, mais cet intervalle de confiance est plus robuste. Étant entendu qu'il est possible de sauvegarder les 5000 bootstraps ainsi que leur estimé, de façon à obtenir une distribution de ces 5000 estimés, autrement dit de ces produits A fois B. C'est ce que j'ai fait ici. Une fois que j'ai obtenu tous les 5000 estimés, donc je calcule à partir des SPSS le centile 2.5 et le centile 97.5 de façon à obtenir l'intervalle de confiance à l'intérieur duquel se situe l'effet indirect. Eh bien, j'obtiens les mêmes résultats que Process. Autrement dit, les résultats que j'ai calculés correspondent aux résultats qu'on a vus tout à l'heure avec Process. De telle sorte que si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, eh bien 95% des échantillons de type Bootstrap contiendraient la vraie valeur de l'effet indirect dans cet intervalle, entre 0,96 et 4,41. Voilà l'intérêt de la méthode percentile Bootstrap, qui, selon Hayes, encore une fois, est la méthode qui offre un meilleur compromis entre validité et puissance statistique. On peut aussi quantifier la taille de l'effet indirect en standardisant tout simplement les estimés. En particulier, pour standardiser partiellement les résultats, donc on prend le produit de 109 divisé par l'écart type de Y, autrement dit test d'écriture, et on obtient 0,2598. On a donc l'effet indirect partiellement standardisé qui s'interprète ainsi: lorsque le statut socio-économique augmente d'une unité, le test d'écriture augmente de 0,26 écart type, comme étant le résultat de l'effet à travers le test de lecture. Et donc ici, c'est un bêta, et donc ça s'interprète en termes d'écart type. Mais il est souvent conseillé de standardiser la variable Y et la variable X. Ça se fait en prenant le coefficient AB multiplié par l'écart type de X divisé par l'écart type de Y. On obtient 0,18, qui s'interprète ainsi: lorsque le statut socio-économique augmente d'un écart type, on s'attend à ce que le test d'écriture augmente aussi de 0,18 écart type en termes d'unité du test d'écriture. Et voilà, j'obtiens les mêmes résultats que Process en calculant à la main les coefficients standardisés qui s'interprètent en l'occurrence comme des bêta. Ainsi, on a une idée sur la force de la taille de l'effet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle de médiation simple est une forme d'analyse achemiнаtoire. Donc, l'analyse achemiнаtoire, c'est une analyse où au moins une variable est à la fois indépendante et dépendante. Ici, le médiateur est dépendant par rapport à X, mais il est indépendant
par rapport à Y. C'est le propre d'une analyse achemiнаtoire. Étant entendu qu'on peut avoir des modèles encore plus complexes. En l'occurrence, ici, supposons qu'on s'intéresse à l'effet du fait de regarder la télévision sur la santé des ados après avoir contrôlé l'effet médiateur de la prise de poids. On pense que lorsqu'on passe beaucoup de temps à regarder la télé, on a tendance à se sédentariser et cela peut augmenter la prise de poids et nuire à la santé. On peut inclure, par exemple, l'attitude parentale pour expliquer pourquoi il y a un lien entre la prise de poids et la santé. En particulier, si les parents ont une attitude un peu désengagée, autrement dit une attitude qui ne promeut pas le sport ni des habitudes alimentaires saines, c'est assez clair que cela va augmenter le poids des ados et cela peut nuire à la santé. Et donc, on peut inclure dans un modèle de médiation une variable confondante, autrement dit une variable antécédente, de façon à obtenir ici une relation fallacieuse. Mais attention, dans ce cas ici, la chaîne causale entre le médiateur et Y est rompue, parce qu'on a inclus une variable antécédente, de telle sorte qu'ici, on ne peut pas conclure à un effet indirect, autrement dit, à une médiation, puisque la chaîne causale est ici rompue. Donc ici, on a plutôt une relation fallacieuse entre le poids et la santé, expliquée par la variable confondante attitude des parents, après avoir impliqué le fait de regarder la TV. Étant entendu qu'on peut avoir des médiateurs parallèles, en particulier par rapport à la relation entre le statut socio-économique et écriture, on peut impliquer et lecture comme médiateur, mais aussi les capacités cognitives par exemple. Ou bien, toujours par rapport au même exemple, on aurait pu impliquer aussi comme variable indépendante et le statut socio-économique et le type de famille. Par exemple, lorsqu'on est en présence d'une famille intacte, les enfants ont tendance à performer mieux en termes de lecture, ce qui a un effet sur le test d'écriture. Ou bien, il y a une série de médiateurs, autrement dit les uns se présentant à la suite des autres, de telle sorte qu'on aurait pu avoir, c'est pas statut socio-économique qui augmente les capacités en termes de ressources éducatives, ce qui a un effet sur lecture, ce qui a un effet sur écriture. Donc autant de modèles complexes qu'il est possible d'estimer à l'aide du module process. Alors pour cette raison, process est un bon choix lorsqu'on s'intéresse à un modèle de médiation complexe, sauf qu'on peut faire mieux avec des logiciels de modélisation comme M+, qui vont non seulement aider à estimer simultanément un même modèle en donnant l'ajustement de ce modèle, mais aussi des logiciels comme M+, vont maximiser l'information disponible. Et surtout, avec M+, on peut impliquer des variables médiatrices dichotomiques, ce qui n'est pas possible avec Process. Alors, ici, je récapitule un peu ce que je viens d'avancer par rapport à l'intérêt de Process, mais surtout par rapport à l'importance de M+, lorsqu'il s'agit d'estimer des modèles complexes.